Dans cette vidéo, on va passer en revue la conférence qui a été organisée par la NASA en séance publique le 31 mai 2023. Cette conférence avait pour but de présenter le comité de recherche sur les ovnis que la NASA, à la demande du gouvernement, a mis en place récemment. Cette vidéo a pour but de relayer au mieux les informations qui ont été révélées pendant cette conférence pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais ou tout simplement les gens qui n'ont pas eu le temps d'y accorder le temps que ça mériterait. Je vais essayer de résumer le contenu de la conférence au mieux en essayant de rester objectif. Pour plus d'informations sur cette chaîne et savoir comment la soutenir, rendez-vous à la fin de cette vidéo. C'est parti. La conférence commence avec une introduction du docteur Daniel Evans, docteur en astrophysique, et à qui la NASA a demandé de superviser le groupe de recherche sur les pans. Je précise tout de suite que le mot OVNI, UFO en anglais, n'est jamais employé au cours de cette conférence, et que le terme UAP, UAP en français, lui est préféré. UAP, Unidentified Aerial Phenomenon, c'est l'équivalent de notre acronyme PAN, PAN en France, phénomène aérien non identifié. Avec une nuance néanmoins, puisque le Dr Evans nous informe, et c'est la première information importante de cette conférence, que le Pentagone a décidé de changer la signification de l'acronyme UAP. Ainsi, le A, qui avant signifiait aerial, aérien, est officiellement devenu anomalous, c'est-à-dire qui présente une anomalie. UAP signifie donc maintenant phénomène non identifié qui présente une anomalie. Bon, ça ne se traduit pas bien en français, ce n'est pas très joli. Et on va plutôt dire anormal, donc phénomène anormal non identifié. Le but du Pentagone, en changeant la signification de UAP, c'est d'élargir ce que recouvre ce terme, pour inclure non seulement les phénomènes non identifiés signalés dans l'espace aérien, mais aussi les phénomènes signalés au niveau du sol, en mer, au niveau souterrain ou sous-marin. Le Dr Evans nous informe que la NASA a pris en note ce changement, mais que le groupe d'investigation qu'il dirige continuera à ne s'occuper que des phénomènes aériens, considérant qu'ils n'ont pas l'expertise ni les informations nécessaires pour se prononcer sur des phénomènes rapportés ailleurs que dans les airs ou dans l'espace. Le Dr Evans nous dit ensuite que ce comité de recherche ne vient pas, par cette conférence, apporter de quelconques réponses sur la nature des pans. Leur objectif est de proposer une feuille de route ainsi que des recommandations, des réflexions, pour mettre en place un protocole pour les recherches à venir. Il prend ensuite un engagement de transparence vis-à-vis du public. Cette première conférence, largement relayée par les médias, serait la preuve de cette volonté de transparence. Il assure aussi que les développements futurs de la recherche seront partagés avec le public, notamment via le site internet de la NASA, mais aussi au travers de différents rapports. Enfin, le Dr Evans nous informe que des membres du comité ont subi des harcèlements et des moqueries en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, et il affirme le soutien de la NASA aux membres de son comité. Après l'intervention du Dr Daniel Evans, c'est la Dr Nicola Fox, une scientifique qui travaille aussi pour la NASA, qui va prendre la parole. Elle commence par évoquer à son tour le harcèlement dont les membres du comité ont été victimes et fait part de son inquiétude. En effet, si les scientifiques subissent des pressions, leur façon de penser, leur liberté d'expression et donc l'orientation de leurs recherches pourraient en être affectées. Elle appelle donc, au nom de la science, à mettre un terme à ce harcèlement. La Dr Fox rappelle ensuite que, pour faire de la science, les scientifiques ont besoin de données, et que, malheureusement, il n'existe que très peu de données fiables sur le sujet. Il existe des témoignages, mais le Dr Fox estime que le récit d'un témoin ne peut constituer une preuve scientifique et que, par conséquent, les témoignages seuls ne seront d'aucune utilité pour ce comité. Le Dr Fox nous dit aussi que la plupart des images dont il dispose ne sont pas de bonne qualité et qu'il leur est impossible de se prononcer à partir de ces éléments. Elle nous dit ensuite que le comité utilise des informations non classifiées provenant de diverses branches du gouvernement, comme l'aviation civile par exemple. Elle ne précise malheureusement pas les autres sources. Elle fait aussi un rappel intéressant sur la façon dont les informations sont classifiées ou non, en expliquant qu'à partir du moment où une photo, une vidéo ou une signature radar est enregistrée à partir d'un instrument appartenant à certaines branches du gouvernement, elle est automatiquement classifiée, et ce peu importe le contexte, ordinaire ou anormal. Elle prend l'exemple d'un avion de chasse de l'US Air Force qui photographierait la Statue de la Liberté, donc quelque chose de pas du tout classifié. La photo serait quand même classifiée parce qu'elle a été prise à partir d'un avion militaire. Elle explique que le fait de travailler uniquement à partir de données non classifiées permettra à la NASA de communiquer librement et de partager l'ensemble de ses travaux avec le public et l'ensemble de la communauté scientifique. Enfin, autre point important, la Dr Fox annonce qu'un premier rapport, à partir de ces sources non classifiées, sera publié par la NASA cet été, l'été 2023. C'est ensuite le Dr David Spergel, astrophysicien à la NASA et président du comité de recherche sur les pans, qui prend la parole. Il commence par rappeler à son tour que l'objectif de son comité n'est pas de déterminer la nature des pans,
mais bien de donner des directives à la NASA pour qu'elle puisse mieux étudier ce phénomène. Aussi, il indique que la NASA collabore avec le AARO, le groupe de travail qui étudie les pans pour le DoD, Department of Defense, en gros l'équivalent de notre ministère de la Défense. Avec la différence notable que le comité de la NASA, lui, ne travaille que sur des informations non classifiées. Il évoque ensuite la grande difficulté rencontrée par son comité à collecter des informations sur les pans. Les données sont souvent fragmentées entre différentes agences gouvernementales, certains documents sont classifiés et, surtout, les données proviennent d'instruments qui ne sont pas des instruments scientifiques et donc qui ne sont pas calibrés pour fournir des informations utiles pour une analyse scientifique. Par exemple, un pilote de ligne qui prendrait une photo depuis son cockpit avec son smartphone, on imagine bien que le smartphone n'est pas équipé d'un spectromètre par exemple. Autre difficulté évoquée par le docteur Spergel dans la récolte de données, la réticence des professionnels à parler de ce sujet, par peur du ridicule ou par peur que ça puisse impacter leur carrière. Enfin, dernière information importante, il revient sur le fameux rapport évoqué précédemment par sa collègue, et il avance même une date. Le rapport sera disponible, d'après lui, fin juillet. Vient ensuite le Dr Sean Kirkpatrick, le directeur du AARO, le groupe d'études des pans au sein du ministère de la Défense. Il ne travaille pas pour la NASA, mais bien pour le ministère de la Défense. Il intervient en tant que collaborateur du comité mis en place par la NASA, mais il n'en fait pas partie. Le Dr Kirkpatrick commence par rappeler la différence entre son comité et celui de la NASA. La NASA travaille sur des données non classifiées, comme on l'a dit, tandis que le ministère de la Défense a accès à des informations plus confidentielles, évidemment. Aussi, alors que le rôle de la NASA est d'informer le public et la communauté scientifique, le AARO a surtout pour mission d'évaluer les dangers et les menaces que les pans pourraient représenter. Pour résumer, on peut dire que la NASA a pour objectif premier d'informer le public, tandis que le AARO a surtout pour but d'informer les états-majors et le gouvernement. Il explique ensuite que la grande majorité des cas qui leur sont présentés trouvent souvent une explication parfaitement rationnelle et que seul un petit pourcentage ne peut être expliqué. Le Dr Kirkpatrick nous présente ensuite une infographie très intéressante, je vous l'ai reproduite ici. Sur la gauche, on peut voir un graphe représentant, en pourcentage, le nombre de cas rapportés en rapport avec l'altitude. Comme le remarque le Dr Kirkpatrick, il ne faut pas en conclure en voyant ce graphe que les pans sont présents surtout à ces altitudes. Si les chiffres sont plus élevés entre 0 et 10 000 mètres, c'est parce que ce sont des altitudes auxquelles volent les avions. Il y a plus d'observations tout simplement parce qu'il y a plus de témoins, il y a plus d'activité à ces altitudes. D'ailleurs, on peut voir qu'au-dessus de l'altitude de croisière des avions de ligne, les chiffres s'effondrent. Malheureusement, le Dr Kirkpatrick ne précise pas s'il s'agit de toutes les observations, incluant celles qui ont trouvé une explication ordinaire, ou s'il s'agit seulement des cas non expliqués. J'imagine qu'il s'agit des cas non expliqués, mais gardez en tête qu'à aucun moment ce n'est dit explicitement. Le graphe du milieu présente le portrait robot du pan classique, c'est-à-dire les caractéristiques qui reviennent le plus souvent dans les rapports. Le pan typique est un pan de forme sphérique et pas de soucoupe. D'ailleurs, on peut voir sur le graphique en haut à droite, qui nous montre la répartition des formes, que les formes classiques sous lesquelles on a l'habitude de représenter les ovnis dans la culture populaire, le disque évidemment, mais aussi le triangle, le cigare, ne représentent chacun que 2% du total, tandis que la forme prédominante, la sphère, représente à peu près la moitié du total. On revient aux caractéristiques typiques du pan. La taille est comprise entre 1 et 4 mètres. Les couleurs les plus souvent rapportées sont le blanc, la couleur argent, et plus surprenant, le translucide. L'altitude comprise entre 10 000 et 30 000 pieds, en mètres ça fait en gros entre 3 et 9 000 mètres, ce qui, comme on l'a vu avant, correspond aux altitudes de croisière des avions. Dans la case performance, c'est écrit de vol stationnaire à Mach 2. Mach 2, c'est plus ou moins 2500 km/h selon les conditions de température. Alors de vol stationnaire à Mach 2, de ce que j'en comprends, ça ne veut pas dire que la plupart des pans passent de vol stationnaire à Mach 2. Ça veut dire que la majorité des vitesses rapportées sont comprises entre ces deux valeurs. Ce n'est pas une information sur l'accélération, ici apparemment, et il parle seulement de vitesse. Le type de propulsion, il est évidemment inconnu, mais ils ont marqué pas de signature thermique, c'est-à-dire que ces pans ne semblent pas utiliser de moteur à réaction comme ceux qu'utilisent les avions de chasse par exemple. Au niveau des traces radar, il est noté intermittent et X-band, ce qui correspond à un certain type de micro-ondes, compris entre 8 et 12 GHz. La signature radio, pareil, on retrouve les micro-ondes entre 8 et 12 GHz, mais aussi d'autres micro-ondes compris cette fois entre 1 et 3 GHz. En ce qui concerne la signature thermique, c'est écrit intermittent, infrarouge courte et infrarouge onde moyenne. On revient au graphe en haut à droite qui montre la répartition des différentes formes.
Comme on l'a dit, la forme sphérique est majoritaire puisque ça représente à peu près la moitié. Juste derrière, avec 19%, on a la catégorie ambiguë. C'est écrit Ambiguous Sensor Contact, c'est-à-dire qu'il s'agit de détections effectuées par des instruments, comme des radars par exemple. Ce sont des phénomènes détectés par des instruments sans qu'une forme n'ait pu être déterminée. Ensuite, une catégorie autre, 6%, une catégorie lumière, 5%, et enfin une multitude d'autres formes qui ne représentent qu'une petite proportion de la totalité. L'ovale, 3%, le cylindre, le disque, le triangle, 2%, le rectangle, le carré, le polygone, le tic-tac, 1%, et enfin vecteur, 0%. Alors là, je ne m'aventurerai pas à donner une interprétation définitive de ce qu'ils entendent par vecteur. Il se pourrait que ce soit les cas où un phénomène soit passé très rapidement et que les témoins n'ont pas eu le temps de distinguer une forme particulière. Ils ont juste perçu une direction, une trajectoire. Mais gardez en tête que ce n'est pas dit explicitement. Quant au chiffre 0%, on peut supposer sans trop de risque que c'est juste parce qu'ils ont mis des chiffres entiers, sans virgule, comme on peut le voir avec les autres pourcentages qui sont toujours des chiffres ronds. Il doit s'agir d'un pourcentage compris entre 0 et 1, 0, quelque chose. Enfin, en bas à droite, une carte nous montre la répartition géographique des signalements de pan. Tout comme le graphe de gauche qui montrait la répartition selon l'altitude, ce n'est pas une information à prendre au pied de la lettre car, comme le rappelle le docteur Kirkpatrick, ça correspond à la présence militaire américaine et à la présence de leurs instruments de détection. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de pans à ces endroits, ça veut juste dire que c'est là où ils sont détectés. Ensuite, information importante, nous est présentée la vidéo d'un pan, filmé au Moyen-Orient par un MQ-9, c'est-à-dire un drone de combat. D'après le docteur Kirkpatrick, cet objet, c'est le pan typique, qui présente les caractéristiques les plus souvent rapportées. Il semble être de forme sphérique, même si la qualité laisse à désirer, on peut voir que globalement il a une forme ronde. Il est de couleur métallique argentée. Je cite le docteur Kirkpatrick, voici le genre de phénomène que l'on observe tout autour de la planète. Alors je me permets de dire objet et pas phénomène, parce que le docteur Kirkpatrick précisera plus tard dans la conférence que, grâce aux instruments qui étaient à bord du drone, ils sont certains qu'il s'agissait bien d'un objet et pas d'un artefact visuel par exemple. Il explique aussi que cet objet ne montre pas de capacité technologique hors du commun, une phrase que je vous retranscris littéralement mais que personnellement je n'ai pas compris. D'autant plus que plus tard il précisera que le phénomène a présenté des manœuvres qu'il qualifie d'intéressantes sans en expliquer davantage. Il ajoute que ce phénomène n'a à aucun moment représenté une menace pour la sécurité aérienne. Par manque d'informations supplémentaires, le AARO n'a pas pu se prononcer sur la nature de ce phénomène. Le docteur Kirkpatrick nous dit néanmoins que l'hypothèse d'un ballon a été écartée. Nous est ensuite présentée une autre vidéo pour illustrer cette fois un cas qui a été résolu. On peut voir sur le moniteur 3 points blancs sur un fond noir. Les 3 points, à première vue, semblent avoir un comportement erratique. Ils se déplacent de gauche à droite, de façon soudaine, en gardant une distance égale entre eux. Bon ça, il s'avère que c'est juste les mouvements de l'appareil qui prend les images. Les points, en fait, sont fixes dans le ciel. On peut facilement s'en rendre compte en prenant comme référence l'avion de ligne qui passe en bas de l'écran. On voit qu'il bouge en même temps que les 3 autres points, c'est donc dû au mouvement de l'instrument. Pour une raison qui n'est pas précisée, le personnel sur place a quand même trouvé le phénomène assez bizarre, assez particulier, pour essayer de l'intercepter. Ils n'y sont pas parvenus. Après de plus amples investigations, il s'est avéré qu'il s'agissait seulement d'une erreur d'estimation, les points étant beaucoup plus loin que ce que le personnel avait d'abord pensé. Il s'agissait en fait, et tout simplement, de 3 avions de ligne. Alors pour ceux qui regardent, vous aurez remarqué quelque chose d'étrange, c'est que le fond est constellé de points blancs qui font penser à des étoiles, et que ces étoiles ne bougent pas suivant les mouvements de l'instrument, ce qui renforce l'impression que ce sont les 3 points lumineux qui bougent. On y reviendra tout à l'heure, puisque la question va être soulevée par une scientifique du comité. Alors, information intéressante, le docteur Kirkpatrick nous parle ensuite du travail qui est effectué en ce moment même pour mettre en place un système de surveillance des pans. Ils sont en train d'analyser les données pour déterminer quel genre d'appareil est le plus à même de détecter leur présence parmi la batterie d'instruments qui est à leur disposition, les radars classiques, les détecteurs infrarouges, etc. Aussi afin de déterminer la bonne calibration de ces instruments pour optimiser la détection des pans. Ensuite, selon le docteur Kirkpatrick, ils mettront en place une instrumentation dans certaines zones géographiques clés qui sera dédiée à la surveillance des pans. Alors c'est une information assez capitale pour ceux qui s'intéressent au sujet, parce que jusqu'à maintenant, pour ce qu'on en sait du moins, quand il y avait détection de pans, ou encore mieux quand ils étaient filmés, c'était un peu par accident. Le AARO va mettre en place une surveillance active des pans, avec un arsenal spécialement pensé et calibré pour les repérer, et, on l'espère,
prendre des images de ces pans. Il faut donc s'attendre dans les années à venir à de plus en plus d'images, de vidéos de meilleure qualité, et aussi une accélération dans la recherche sur le phénomène, puisque les scientifiques auront plus de données sur le sujet, et grâce à cette nouvelle instrumentation spécialement pensée pour l'analyse scientifique, ils pourront faire des mesures plus précises. Bon après, et ça c'est une remarque personnelle, il faut voir comment va réagir le phénomène. Est-ce qu'il va se laisser mesurer, photographier, filmer? L'avenir nous le dira. Le Dr Kirkpatrick rappelle ensuite les diverses collaborations engagées par le AARO. Il travaille avec diverses universités, avec des laboratoires gouvernementaux, avec la NASA maintenant évidemment. Ils essayent aussi d'engager des collaborations avec d'autres gouvernements, et enfin, ils comptent aussi sur l'aide de la population. Même s'il est rappelé que les images prises avec un smartphone sont souvent inexploitables par la communauté scientifique, certaines peuvent quand même apporter quelques informations intéressantes, notamment au travers du crowdsourcing. Il rappelle ensuite l'importance du rôle de la NASA dans l'extension de ses collaborations, puisque la NASA possède déjà une multitude de partenaires, que ce soit les partenaires américains, les universités, les laboratoires, les pôles de recherche, ou à l'international, la NASA ayant de nombreux programmes en commun avec d'autres pays. Ainsi, la NASA pourra user de son influence et de son prestige pour amener d'autres instances à collaborer. À cette occasion, il rappelle qu'il existe déjà des collaborations bien établies entre le gouvernement américain et d'autres gouvernements, ce que les Américains appellent les Five Eyes, littéralement les 5 yeux, qui sont les principaux partenaires des États-Unis, d'un point de vue du renseignement en tout cas. Les 5 yeux, ce sont l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, le cinquième étant les États-Unis eux-mêmes. C'est un accord qui remonte à la Seconde Guerre mondiale et qui facilite l'échange d'informations entre ces 5 nations. Ensuite, le Dr Kirkpatrick aborde les contraintes qui, malheureusement, limitent la recherche sur les pans, en rappelant par exemple qu'il existe des lois restreignant l'utilisation du matériel militaire. Il prend l'exemple d'un pan qui apparaîtrait dans le jardin d'un citoyen américain, et on pourrait se dire, ils ont des satellites espions là-haut, ils peuvent le braquer sur le jardin pour traquer le phénomène. Mais d'après lui, ce n'est pas si simple que ça. On ne peut pas pointer un satellite espion où on veut comme ça, déjà parce qu'il y a des lois qui, toujours selon lui, protégeraient la vie privée des citoyens, et puis parce qu'évidemment c'est un processus long que d'obtenir les autorisations pour prendre le contrôle d'un satellite de l'armée. Il faut faire une demande à des instances gouvernementales, et tout le monde n'est pas toujours d'accord sur ce à quoi doit servir le matériel militaire. Ce n'est pas comme s'il y avait une seule personne qui puisse décider à lui tout seul dans quelle direction doit regarder le matériel de surveillance. Et tout ça, ça peut compliquer et ralentir les démarches. S'ensuit une séance de questions-réponses entre le Dr Kirkpatrick et le comité de la NASA. Une des scientifiques du panel revient sur la deuxième vidéo, celle avec les 3 points blancs, en pointant une incohérence dont on a déjà parlé, à savoir que si les points blancs dans le fond sont des étoiles, il ne paraît pas logique qu'elles ne bougent pas en suivant les mouvements de la caméra. Le Dr Kirkpatrick confirme qu'il s'agit d'étoiles, mais il reviendra plus tard prendre la parole et corriger son erreur, pour expliquer qu'il doit s'agir en fait de poussière sur l'objectif. Enfin, information importante, on apprend qu'un rapport annuel du AARO sera remis au Congrès le 1er août 2023, et qu'il y aura une version non classifiée qui sera rendue publique. L'intervenant suivant s'appelle Mike Free. Il est conseiller technique pour la FAA, c'est l'équivalent de notre DGAC, la Direction générale de l'aviation civile, une instance gouvernementale chargée de réglementer le trafic aérien. Il faut ici rappeler qu'aux États-Unis, c'est quelque chose de tout à fait banal et ordinaire que de prendre l'avion pour se déplacer à l'intérieur du pays. Le réseau aérien est donc très dense aux États-Unis. On peut donner quelques chiffres, plus de 19 000 aéroports, plus de 16 millions de transits aériens par an, soit en moyenne 45 000 par jour. Autant dire que la FAA, pour superviser un trafic aussi conséquent, est dotée de tout un arsenal de radars. Ici, on va faire une petite précision sur les radars pour bien comprendre de quoi il est question. Il existe 2 types de radars. Les radars coopératifs, ce sont les radars qui ne peuvent voir que les appareils dotés de ce qu'on appelle un transpondeur, c'est-à-dire un instrument à bord des avions, qui reçoit le signal émis par le radar et le renvoie au radar. On dit radar coopératif parce qu'il faut que le transpondeur et le radar coopèrent pour que l'engin apparaisse sur le scope. L'autre catégorie, les radars non coopératifs, c'est typiquement le type de radar utilisé par l'armée pour faire de la surveillance du territoire et repérer des intrusions dans son espace aérien. Le radar non coopératif peut théoriquement capter tout objet solide qui se trouve dans son rayon de détection. Si vous traversez un espace aérien dans un avion qui n'a pas de transpondeur ou dont le transpondeur a été désactivé, les radars coopératifs ne vous verront pas. Les radars non coopératifs, eux, vous détecteront. La FAA dispose de radars coopératifs et non coopératifs.
ce qui nous permet d'aborder une première difficulté dans sa capacité de détecter les pans. En effet, dans son arsenal de détection, la FAA a beaucoup de radars coopératifs, ceux qui ne peuvent communiquer qu'avec les transpondeurs, et donc dans la détection des pans, ils ne sont d'aucune utilité. Voici une carte qui représente la répartition des radars non coopératifs de la FAA ainsi que leur rayon d'action. Les 4 cartes représentent la couverture radar selon l'altitude de l'objet à détecter. En haut à gauche, la couverture radar pour les objets situés à 1000 pieds, soit 300 mètres d'altitude. En haut à droite pour les objets à 600 mètres, en bas à gauche 1500 mètres, et la dernière en bas à droite à 3000 mètres d'altitude. Pour ceux qui écoutent sans regarder, on peut résumer en disant que plus on monte en altitude, meilleure est la couverture. Pour des objets situés à seulement 300 mètres d'altitude, seule à peu près une moitié du territoire est couverte. Cette surveillance à basse altitude se retrouve principalement autour des réseaux urbains, où il y a des aéroports en fait, ce qui est logique parce que 300 mètres, c'est pas l'altitude de croisière des avions de ligne. C'est une altitude de transition après le décollage ou avant l'atterrissage, et c'est pour ça que cette altitude n'est prise en compte qu'aux alentours des aéroports. À 3000 mètres, par contre, presque tout le territoire est couvert. La côte est l'est entièrement, la côte ouest presque entièrement, et il n'y a que quelques angles morts de ci de là, notamment dus à des contraintes géographiques comme des chaînes de montagnes. En d'autres termes, la FAA peut détecter un objet sans transpondeur, d'autant mieux que cet objet se déplace haut. Si l'objet vole à 10 mètres au-dessus du sol, il peut plus facilement échapper à la couverture radar que s'il se trouve à 7000 mètres par exemple. Il faut aussi préciser que ces cartes représentent la détection d'un objet qui a une surface réflective supérieure à 1 mètre carré. Pour les petits objets, comme un drone civil par exemple, un oiseau ou un ballon, ces cartes ne sont plus valables. Mike Free nous présente ces cartes pour expliquer qu'il est plus difficile qu'on pourrait le croire de détecter un pan à partir du matériel dont dispose la FAA. Ce n'est pas sa mission première que de surveiller tout ce qui se passe dans l'espace aérien, elle se concentre surtout sur le suivi et la gestion du trafic commercial. Et son matériel n'est pas conçu pour faire de la détection de phénomènes non conventionnels. Sans compter que, et ça c'est une remarque personnelle, s'il s'avérait que les pans sont la manifestation d'une technologie avancée, ils ont peut-être des moyens de se rendre invisibles pour nos systèmes de détection. Autre difficulté pointée par Mike Free, la présence de petits drones dont le nombre exact n'est pas vraiment connu de la FAA. Rien que les drones à usage commercial, déclarés officiellement, on est déjà à plus de 880 000. Ajoutez à cela les drones privés dits récréatifs, non déclarés, on atteint plusieurs millions. Ainsi, si la FAA enregistre la trace radar d'un objet volant à une centaine de mètres, sans aucune information que la signature radar, il leur est difficile d'évacuer la possibilité qu'il s'agisse tout simplement d'un drone. Il faut aussi ajouter que les radars ne fonctionnent pas bien pour les basses altitudes. Il y a plein de perturbations qui peuvent parasiter le signal, le vol des oiseaux, les arbres, mais aussi des nuées d'insectes, des nuages de poussière, etc. Ainsi, et ça nous mène à une autre difficulté, les radars de la FAA sont calibrés pour ignorer les signaux trop lents, pour éviter de détecter le moindre oiseau par exemple. La FAA, ce qui l'intéresse, c'est de détecter les avions classiques, et les avions classiques ne peuvent pas voler en deçà d'une certaine vitesse. Ainsi, si un phénomène se déplace trop lentement, il sera tout simplement ignoré par le système de détection de la FAA. Autre difficulté, les ballons atmosphériques. Ils sont lâchés dans l'atmosphère par les stations météorologiques par exemple, mais aussi par des groupes de recherche privés, des universités ou des passionnés de météorologie. La FAA estime qu'au minimum 180 de ces ballons sont lâchés tous les jours. Normalement, les largages de ballons atmosphériques doivent être signalés au centre de contrôle le plus proche, mais rien ne garantit que ce soit toujours le cas. Mike Free explique ensuite que la FAA dispose d'un protocole officiel pour que le personnel puisse rapporter l'observation ou la détection d'un pan. En moyenne, nous dit-il, il y a de 3 à 5 signalements par mois, avec certaines périodes qui voient ce nombre augmenter, comme ça a été le cas en août 2022, où il parle de 8 à 10 signalements en un mois. Mais il estime que ça a sûrement un rapport avec le lancement des satellites Starlink, car, en effet, au mois d'août 2022, Starlink avait envoyé 46 satellites d'un coup, ce qui reste un événement peu ordinaire et plutôt spectaculaire pour les gens qui n'étaient pas au courant. Le nombre de rapports a aussi augmenté significativement depuis l'incident des ballons chinois en février 2023, passant à plus de 60 signalements par mois. S'ensuit une séance de questions-réponses avec le comité, au cours de laquelle on apprend que les données des radars de la FAA sont conservées, mais Mike Free n'est pas en mesure de préciser combien de temps elles le sont. Vient ensuite Nadia Drake, journaliste scientifique et membre du comité de la NASA sur les pans, même si elle ne travaille pas pour la NASA en dehors de ce comité. Il n'y a pas vraiment d'informations nouvelles dans son intervention. Elle revient sur des points qui ont déjà été évoqués, le manque de données qui permettrait de tirer une conclusion scientifique sur le phénomène,
ou le fait que UAP a officiellement changé de sens pour inclure tout phénomène anormal et pas seulement aérien. Vient ensuite la docteure Paola Bontempi, biologiste et océanographe, travaillant pour la NASA depuis une vingtaine d'années et membre du comité sur les pans. Son intervention défend, pour résumer, le choix de la NASA comme partenaire logique dans la recherche sur les pans. Parmi les points qu'elle met en avant, la NASA a un point d'observation privilégié sur la Terre, l'atmosphère et l'espace. La NASA a toujours eu une culture de la transparence et a toujours rendu publiques ses découvertes majeures. Et, enfin, la NASA serait épargnée par la crise de confiance qui règne aux États-Unis entre la population et les institutions. La NASA aurait, selon la docteure Bontempi, une bonne image auprès du public. Et enfin, la NASA a l'habitude de multiplier les collaborations, que ce soit avec le secteur public, privé, au niveau national comme international. Ensuite, la docteure Federica Bianco, astrophysicienne et professeure à l'Université du Delaware, est membre du comité sur les pans. Elle parle, elle aussi, de la possibilité d'exploiter les données existantes pour tirer une conclusion scientifique. Elle appelle à essayer d'améliorer la récolte de données, notamment en multipliant les appareils de mesure et en utilisant des appareils qui soient capables de prendre des mesures très diverses, ce qu'elle appelle, dans une traduction littérale, des multisenseurs. La docteure Bianco nous avertit sur un écueil à éviter, celui qui consisterait à essayer de mesurer un signal qu'on sait être le signal émis par un pan, par exemple les micro-ondes comme on l'a vu tout à l'heure, plutôt que d'essayer de mesurer d'autres signaux que, pour l'instant, personne n'a associés au pan. En gardant cette ouverture d'esprit, selon la docteure Bianco, nous ne passerons pas à côté d'un signal que jusqu'ici personne n'a envisagé. Information importante, la docteure Bianco indique que des équipements spécifiquement pensés pour la détection de pans sont en train d'être conçus en ce moment même. Elle évoque ensuite l'utilisation possible, dans un futur proche, du crowdsourcing et la possibilité de mettre en place une plateforme, ici entendue comme un site internet ou une application pour smartphone, pour permettre le crowdsourcing. Vient ensuite l'intervention du docteur David Grinspoon, planétologue, astrobiologiste, membre de la NASA et membre du comité de recherche sur les pans. Son intervention est très intéressante car, comme vous allez le voir, elle est un peu différente de celle de ses collègues, dans le sens où le docteur Grinspoon n'hésite pas à évoquer l'hypothèse extraterrestre. Alors qu'il est souvent de bon ton pour un scientifique d'éviter d'aborder cette hypothèse, parce qu'il est vrai que nous n'avons pas de preuves scientifiques sur l'origine extraterrestre des pans, le docteur Grinspoon n'hésite pas du tout à prendre cette hypothèse comme point de départ de sa réflexion. Il commence par évoquer l'importance des observations au-delà de la planète Terre, donc au-delà de simplement de ce qui se passe dans l'atmosphère terrestre. Il rappelle que la NASA est déjà engagée dans la recherche d'une vie extraterrestre, avec des programmes de détection de ce que les astrobiologistes appellent des biosignatures, c'est-à-dire la recherche de traces chimiques qui trahiraient la présence de la vie sur une planète lointaine, en utilisant des méthodes qui permettent d'analyser la composition de leur atmosphère à distance. Et les technosignatures, les traces possibles d'une technologie extraterrestre, comme des ondes radio cryptées qu'on capterait de la Terre en provenance d'une source lointaine. Il est donc pertinent pour le docteur Grinspoon de faire un lien entre cette recherche d'une vie extraterrestre, maintenant pleinement assumée par la NASA, et la recherche sur les pans. Il pose clairement la question: les pans pourraient-ils être la manifestation d'une technologie extraterrestre? Si on suit cette hypothèse, et le docteur Grinspoon prend bien soin de rappeler qu'il ne s'agit que d'une hypothèse de travail, alors ces objets ont dû traverser le système solaire pour arriver jusqu'à nous. La présence dans notre système solaire d'artefacts provenant de civilisations extraterrestres serait selon lui tout à fait plausible. Il rappelle que la NASA a déjà des programmes dédiés à la détection de tout un tas d'objets naturels qui circulent dans le système solaire, et qu'elle pourrait facilement élargir ces programmes pour détecter des objets qui présentent des anomalies. Le docteur Grinspoon dit déplorer que de tels programmes, dédiés à la recherche d'anomalies ou d'artefacts extraterrestres dans le système solaire, n'aient jamais été mis en place par la NASA. Il invite même à élargir le domaine d'investigation au-delà du système solaire, en rappelant que notre galaxie ne s'arrête pas aux frontières du système solaire, tout comme la Terre ne s'arrête pas à son atmosphère, et qu'il s'agit en fait d'un continuum. S'ensuit une série d'échanges avec le docteur Grinspoon et les membres du comité. D'abord une remarque du docteur Bontempi, qui souligne l'intérêt, dans les recherches à venir sur les pans, d'avoir avec eux des astrobiologistes comme le docteur Grinspoon, puisque dans la recherche de biosignatures et de technosignatures, ils ont tout le temps à se poser la question: qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne le serait pas? Et une partie de la recherche sur les pans va consister justement à distinguer l'anormal du normal. Vient ensuite Carlin Toner, membre du comité de la NASA sur la recherche sur les pans, et membre de la FAA qui, je le rappelle, est l'agence qui régule le trafic aérien. Carlin Toner rappelle que le sujet des pans est controversé, comme le montre la campagne de harcèlement dont les membres du comité ont été victimes,
et insiste sur la nécessité de lever cette stigmatisation. Elle rappelle que depuis que le ministère de la Défense américain a travaillé à la déstigmatisation du sujet, et depuis qu'ils ont assuré à leurs pilotes qu'il n'y aurait pas de répercussions négatives sur leur carrière, ils ont reçu mécaniquement de plus en plus de témoignages, et ils ont pu augmenter leur base de données. Elle souligne que le simple fait que la NASA s'intéresse au phénomène peut déjà aider à normaliser le sujet, mais elle insiste sur la nécessité de continuer dans cette voie. Vient ensuite le docteur Joshua Semeter, professeur en ingénierie électronique et informatique à l'université de Boston, et directeur du centre de physique spatiale dans cette même université. Le docteur Semeter est membre du comité de la NASA, sans travailler pour la NASA en dehors de ce comité. Il aborde des sujets déjà abordés par ses collègues sur lesquels nous ne reviendrons pas puisqu'il n'apporte rien de vraiment nouveau. Par contre, et c'est là le véritable intérêt de son intervention, le docteur Semeter va exposer une analyse de cas réalisée sur une vidéo devenue fameuse dans le milieu de l'ufologie, le fameux Go Fast. Le docteur Semeter commence par rappeler le contexte. Il s'agit d'une vidéo prise en 2015 depuis un avion de chasse déployé à partir du porte-avions USS Roosevelt. La vidéo doit son nom au fait que l'objet filmé semble se déplacer à une grande vitesse, Go Fast signifiant aller vite en anglais. Le docteur Semeter pose la question. Est-ce que l'objet se déplace vraiment à grande vitesse ou se pourrait-il que ce n'est qu'une impression? Heureusement, son équipe a pu le déterminer grâce aux nombreuses informations télémétriques fournies qu'on peut voir sur la séquence, telles que l'inclinaison de l'avion, la vitesse, etc. En appliquant de simples règles de trigonométrie, ils ont pu déterminer que l'objet filmé était à peu près à mi-distance entre l'avion et l'océan. Étant donné qu'ils connaissent l'altitude de l'avion, ils ont pu en conclure que le pan se trouve à près de 13 000 pieds, soit 4 000 mètres au-dessus de l'océan. La surface de l'océan, bien qu'il semble à première vue juste en dessous de l'objet, se trouve en fait, quand on prend en compte l'angle de la caméra, à plus de 4 miles derrière l'objet, soit plus de 6 km. Ainsi, le mouvement rapide apparent est surtout dû à la vitesse de l'avion, lequel volait à environ 700 km/h. Grâce aux données télémétriques, ils ont pu aller jusqu'à reconstituer les trajectoires relatives du pan et de l'avion. Voici le schéma pour ceux qui regardent. Là, la trajectoire du pan, là, la trajectoire de l'avion qu'ils filment. Ils ont pu déterminer que le pan s'est déplacé de 390 mètres pendant le temps que dure la séquence, soit 22 secondes. Tandis que dans le même temps, l'avion a lui parcouru 4,2 km, soit plus de 10 fois cette distance. D'après cette analyse, le pan se déplace plutôt lentement, à une vitesse estimée à 40 miles à l'heure, soit 64 km/h. Le docteur Semeter souligne qu'une soixantaine de km/h correspond très bien à la vitesse du vent à une altitude de 4000 mètres. Il précise que cette analyse n'a pas pour objet de tirer une conclusion définitive sur la nature du phénomène qui a été filmé, mais juste d'illustrer à quel point nous pouvons être trompés par nos sens. Alors qu'à première vue, l'objet semble se déplacer anormalement rapidement, en fait, il se déplace anormalement lentement. L'effet de vitesse étant dû à une illusion, un phénomène connu sous le nom de effet de parallaxe. Cela permet au docteur Semeter de rappeler, comme ses collègues, qu'ils ont besoin d'un maximum d'informations possibles pour pouvoir analyser correctement les cas et aller plus loin que seulement la première impression visuelle. S'ensuit une courte intervention de Scott Kelly, astronaute et membre du comité sur les pans. Scott Kelly fait écho à la mise en garde du docteur Semeter sur les erreurs d'évaluation et d'interprétation. Il raconte que lors de ses voyages dans l'espace, il lui est arrivé, à de très nombreuses reprises, de voir des choses étranges, mais chaque fois, en observant ces phénomènes assez longtemps, il a fini par se rendre compte qu'il s'agissait d'illusions d'optique ou de l'effet de parallaxe. Il raconte aussi une anecdote qui est arrivée à son frère, Mark Kelly, également astronaute, lors d'une sortie dans l'espace à bord du Space Shuttle américain. Lui et son équipe ont repéré quelque chose, un objet, qu'ils ont pensé être tout près du Space Shuttle, à tel point qu'ils ont pensé qu'il s'agissait d'une pièce qui s'était détachée du shuttle. Comme ils n'arrivaient pas à identifier l'objet, ils ont pris une photo avec un appareil et, en voyant la photo agrandie, ils ont réalisé qu'il s'agissait de la Station spatiale internationale. Il parle aussi d'un phénomène optique bien connu, où la mer peut se confondre avec le ciel dans certaines conditions atmosphériques, à tel point qu'on peut avoir l'impression parfois de voir des bateaux voguer dans le ciel. S'ensuit l'intervention d'un autre membre du comité, Mike Gold, qui milite pour la mise en place d'un bureau permanent au sein de la NASA, avec des personnes qui y travaillent régulièrement. Il fait part de son inquiétude que tout ceci ne mène à rien s'ils ne prennent pas le sujet à bras-le-corps et s'y investissent vraiment. Ce membre du comité ne veut pas, je le cite, encore faire partie d'un comité qui, en fin de compte, finira par dire qu'il n'a pas pu tirer de conclusion définitive sur les pans. L'intervenante suivante est Jen Booth,
Membre du comité de recherche sur les PAN, directrice de l'Institut Potomac pour l'avancement des sciences. En gros, une association qui propose des expertises scientifiques à des agents privés ou à des agents gouvernementaux, comme ça a été le cas du Congrès par exemple. Ils font aussi de l'émulation scientifique en promouvant les échanges, ils organisent des débats, des forums, etc. De l'émulation scientifique, c'est un peu ce que va faire Jane Booth pendant son intervention. Elle pose une série de questions comme base de réflexion au reste du panel. Bon, dans ce qu'elle va dire, il n'y a rien de vraiment nouveau, elle reprend des thèmes qui ont déjà été abordés, mais on peut noter, puisque ces questions vont donner lieu à quelques échanges entre les membres du comité, quelques problématiques qui vont être soulevées. Surtout autour de qu'est-ce que ça signifie au juste de faire de la recherche sur quelque chose d'inconnu et qu'on a du mal à définir. Un des membres du comité va reprendre une expression qui a beaucoup été répétée par ses collègues. L'expression « c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin ». En d'autres termes, chercher les quelques caractéristiques spécifiques au pan dans un océan d'informations. Comment étudier un phénomène aussi évasif? Mais ce membre fait remarquer que l'expression n'est pas appropriée, car comme il dit, si on cherche une aiguille dans une botte de foin, au moins on sait ce qu'on cherche. Mais dans le cas des pans, on ne sait même pas vraiment ce qu'on cherche. On ne sait même pas si on cherche une aiguille. La question qu'il pose, c'est quel est le protocole pour traquer quelque chose qu'on n'est pas capable de caractériser? Plusieurs membres du comité vont réagir en apportant des pistes. La docteure Bianco va parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle et des algorithmes, en disant simplement qu'il est possible de calibrer une intelligence artificielle pour lui faire comprendre ce qui est normal, et lui demander ensuite de relever tout ce qui sort de cette normalité. Elle reconnaît néanmoins qu'il peut y avoir des biais dans la programmation de cette intelligence artificielle par rapport aux préconceptions qu'on peut avoir sur les pans. Jane Booth apportera aussi une piste en proposant qu'ils avancent petit à petit avec une méthode éprouvée par les scientifiques qui consiste à partir d'une hypothèse, la valider ou la rejeter, et mettre une autre hypothèse si la première ne donne rien, etc. Selon Jane Booth, on ne part pas de rien, on a quelques informations sur les caractéristiques des pans et on connaît les zones géographiques où les pans se manifestent le plus. Enfin, le docteur Spergel réagira en disant que si vous connaissez très bien les caractéristiques de A, vous pouvez comparer B à A et déjà affirmer si oui ou non il s'agit de A, sans pour autant connaître la nature de B. En gros, quand on détecte quelque chose, on peut le comparer à tout ce qu'on connaît déjà et éliminer une à une les hypothèses. Quand vous avez fait le tour de ce qu'on connaît, vous pouvez conclure qu'il s'agit d'une vraie anomalie. Une autre membre du comité va proposer de partir des capacités de détection actuelles de la NASA, en se demandant déjà, on sait par exemple que les pans ont des dimensions comprises entre 1 et 4 mètres. Quel appareil a la résolution de repérer un objet de cette taille depuis l'espace par exemple? Pour avoir une vue d'ensemble déjà, des moyens qui seraient à leur disposition. Voilà, je vous ai résumé les points les plus importants de cette conférence. Cette vidéo était assez longue, mais il faut se rappeler qu'il s'agit à la base d'une conférence qui a duré presque 4 heures. J'ai essayé de trouver le bon dosage entre condenser l'information au maximum, sans trop trahir le contenu de ce qui a été dit. N'hésitez pas à faire un tour sur le Tipeee pour apporter votre soutien. Cette vidéo a demandé une trentaine d'heures de travail, soit presque l'équivalent d'une semaine de travail. Il a fallu regarder plusieurs fois la conférence, faire les traductions, les recherches, l'écriture, l'enregistrement, le montage, le design, les infographies, etc. Évidemment, sans soutien financier, je ne pourrais pas tenir ce rythme. Tant que la chaîne existera, elle sera en accès libre et gratuit, parce que le but c'est quand même d'informer le plus grand nombre, mais pour ceux qui le peuvent, les dons sont les bienvenus. Maintenant, une petite présentation de la chaîne et des contenus qui y seront publiés. La chaîne Actualité OVNI a pour but de relayer des informations avec une volonté d'objectivité. Mon but n'est pas de faire de l'analyse, de partager mon opinion ou de défendre mon interprétation du phénomène OVNI. L'exercice de l'objectivité est un exercice difficile, mais je pense que vous trouverez quand même que cette chaîne représente une source d'information sérieuse par rapport à d'autres contenus. Cette chaîne est donc dédiée aux personnes intéressées par le sujet OVNI qui veulent se tenir informées et suivre l'actualité, ô combien riche en ce moment, de la situation aux États-Unis notamment, et obtenir des informations brutes afin de se faire une opinion personnelle. Ça ne nous empêchera pas, parfois, de se divertir avec des histoires reposant uniquement sur des témoignages ou des histoires passées dans la culture populaire, parce qu'en tant que passionnés, nous aimons ce genre d'histoire, que l'on y croit ou pas. Mais quand ce sera le cas, je préciserai toujours qu'il ne s'agit pas d'informations brutes et objectives, mais simplement de numéros spéciaux pendant lesquels on se fera tout simplement plaisir en écoutant des histoires. Si vous pensez que cette chaîne est précieuse par sa volonté à devenir une source d'actualité fiable, parce qu'il me semble qu'il n'y en a pas tant que ça en France quand même, soutenez-la grâce au lien Tipeee. Merci.